conférence aura comme thème l'extension de la saison de pâturage par Jacob Morin et Joanne Tessier. Donc, diplômé du programme GTEA de McGill en 2011, Jacob a toujours rêvé de reprendre la ferme familiale. Sa conjointe et lui ont tranquillement bâti leur troupeau de bovins, principalement de race Angus, et développé leur jardin maraîcher. Pendant ce temps, il travaillait à l'extérieur de la ferme en tant que gérant de magasin chez Premier Choix Agricole, une boutique agricole où il a eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes à travers l'industrie. Depuis 2019, ils sont les propriétaires à part entière de la ferme familiale où ils exploitent 80 vaches-veaux et commercialisent directement 90% des animaux en tant que taureaux reproducteurs, tares gestantes et sous forme de viande de bœuf 100% finie à l'herbe. De plus, ils élèvent 30 porcs forestiers, vendent des paniers maraîchers et des produits frais directement aux restaurants locaux. Je laisse la place à Jacob pour cette première partie de conférence d'une durée de 35 minutes. Merci. Bon, enchanté tout le monde. Moi, c'est Jacob Morin, ferme Le Paysan Gourmand. Je suis content d'être ici. Désolé, donne-moi le chose ici. Il y a quelqu'un qui l'avait fermé parce que je ne l'ai pas. Merci. Je suis content d'être là aujourd'hui. C'est ma première conférence à vie, fait que comme Stéphane. Là. Fait qu'il marche. Bon, pâturage à l'année, tout est possible. Faut se mettre, faut être mindé pour le faire, puis penser que c'est possible. Si on se met dans la tête qu'on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, ben arrête le projet tout de suite. Ça, c'est ma petite famille. 2 jumelles, 2 ans et demi, puis un petit gars de 4 ans. L'historique de la ferme actuelle, c'est la ferme familiale que mon père a achetée en 88. Il est parti de la ferme familiale laitier pas loin. En 2010, j'ai commencé mon troupeau. On a acheté quelques vaches avec une bourse que j'ai eue à l'école. Puis à partir de là, on a grandi le troupeau jusqu'à c'est aujourd'hui. Puis j'ai commencé à jouer dans le pâturage en bande pour essayer de montrer à mon père il y avait des méthodes différentes pour améliorer les affaires. 2016, officiellement, on a commencé notre ferme, Le Paysan Gourmand, ferme éco-responsable. Maintenant, les légumes sont sortis biologiques aussi. Puis on a continué à monter le troupeau bovine avec ma conjointe. 2019, après plusieurs années de parler avec mes parents, essayer de les convaincre de faire un transfert, puis comment on allait le faire, on est devenu 100% propriétaire des animaux et de la machinerie, puis on a un contrat long terme pour louer les terres de mes parents. Aujourd'hui, la ferme familiale, c'est 300 acres. Puis on loue un autre 175 acres de pâturage jusqu'à 30-40 minutes de chez nous. On a un troupeau principalement Angus noir, donc 80 mères vaches-veaux, 75-80 relèves avec les bouvillons puis les taureaux de reproduction. Fait que ce qui est bien important, puis on n'était pas tout le temps cette gestion-là, pour que ça marche, pâturage à l'année, nos vaches tarient au pâturage pendant l'hiver. On fait un village de mai-juin au pâturage. On met les taureaux fin juillet. Souvent, c'est autour du 22 juillet. Je ne sais pas pourquoi ça tombe tout le temps à ça. Puis le sevrage est fait en novembre pour que les vaches soient taries pour les pâturages d'hiver. Fait qu'en tant que producteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre portefeuille à la fin d'année? C'est augmenter notre prix de vente, ce qu'on essaie de faire en vente quasiment tout en direct. Avec nos animaux reproducteurs puis la viande, puis de réduire nos coûts de production. Pour la plupart, le plus facile à faire tout de suite, c'est de réduire nos coûts, puis c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Prolonger la saison de pâturage, je vais vous parler des outils et des équipements que j'ai pour améliorer, pour faciliter le travail au pâturage. Parler des observations, qu'est-ce qu'il faut regarder. Puis les 5 techniques qu'on utilise présentement chez nous pour allonger la saison de pâturage.
Dérouler les balles, le foin pâturage à l'automne, du stockpile grazing, souvent c'est sur des champs de troisième coupe que les vaches font passer. Pâturage de résidus de maïs chez les champs voisines. On commence à être pas mal dans une région de grande culture, fait que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, parler avec nos voisins, puis développer des bonnes relations. On fait aussi planter du maïs pour pâturer les vaches dedans, puis on finit la saison avec du bale grazing. Ici, j'ai pas mal tout ce qu'on a besoin pour faire de le pâturage intensif, été comme hiver. On s'est investi l'année passée dans un 4 roues fiable. Parce que souvent, en plein été, quand il y a le gros rush puis le 4 roues brise, ça fait pas mal à pied puis c'est pas mal plus long, moins de fun. J'ai mon ouvreur de barrière automatique sur le 4 roues, puis des moulinets, c'est mon fils. Puis, les moulinets Gallagher, c'est mes préférés. Des piquettes en fibre de verre. J'ai aussi plusieurs sortes de systèmes de liquidificateurs portatifs et non. Il y a aussi l'abreuvement, c'est très important. Souvent, c'est quelque chose qui nous restreint quand on veut faire du pâturage à l'année. Mais il y a plusieurs options, puis les vaches, ils peuvent quand même marcher loin pour venir boire. Première photo en haut à gauche, c'est il y a 3 ans qu'on avait perdu un champ qu'on louait pour les pâturages, fait qu'on a trouvé une façon pour abreuver les animaux dans un de nos champs de foin qui n'avait pas accès à l'eau. Il y avait un étang pas loin, puis on pompait dans le 1000 litres qui fournissait par gravité aux vaches dans le petit bac noir. Tout est possible, il faut juste des fois penser en dehors de la boîte qu'on est habitué. Côté de l'étable, c'était un abreuvoir qu'on a installé qui roulait toute la journée. Fait que l'eau, il gelait jamais. Puis à la fin de journée, le tuyau, il se vidait. Les vaches... mais les vaches, ils venaient juste boire de 10h à 3h la journée. Fait que ça marchait très bien. Puis là, on a un bac permanent puis un bac portatif en bas à gauche. Ça, c'est des vaches qu'il fallait qu'ils marchent quand même loin pour venir boire. Et, 1 fois ou 2 fois par jour, la gang il venait au complet pour boire à la ferme. Et ils marchaient jusqu'à 800 mètres. Là. C'était quand même une bonne marche, mais c'était des vaches terries qui n'avaient pas besoin de beaucoup d'eau. Puis souvent, il y en a qui boivent aussi. Ils viennent même pas boire, ils mangent la neige. Mais cette année, on a installé un bel système d'abreuvement. On a mis 3 points d'abreuvement à des points stratégiques autour de notre ferme. Fait que chaque point d'eau, il couvre à peu près 50-60 acres. Fait qu'on est bien content, on n'a plus besoin de casser la tête, mais les autres affaires, c'était juste pour vous montrer que c'est possible de faire autrement. Tu n'as pas besoin d'avoir tout de suite. Ça fait quand même 10-12 ans qu'on fait ça, puis c'est juste cette année qu'on s'installe comme du monde. En bas à gauche, on voit aussi un robinet souterrain, fait que tu peux abreuver les vaches en hiver, puis tu fermes le robinet, puis ça se vide dans le fond, puis ça ne gèle pas. Une mangeoire minéraux portatif, très important. Je ne savais pas comment le déplacer facilement. L'hiver passé, j'avais pensé à un pneu d'hiver, puis c'était juste la bonne dimension. Puis ça tire facilement en arrière du 4 roues, que ça suit le troupeau tous les jours. L'année passée aussi, ça fait quelques années que j'ai vu un dérouleur à balles rondes sur YouTube, M. Greg Judy, puis ça me prenait ça. J'avais besoin de ça. Fait que j'ai montré ça à mon beau-père, puis il a fini par me fabriquer ça à l'automne l'année passée. Tout avec des pièces récupérées de notre tas de ferraille. Ça m'a juste coûté 350$ pour les cieux, puis le reste c'était du scrap. Mais ça vaut aux alentours de 3500$ canadiens, plus le shipping. Mais c'est un outil qu'on utilise beaucoup à l'automne puis au printemps pour rallonger le pâturage. Là, on parle d'observation. Il y a beaucoup de facteurs pour pâturer les animaux à l'année. Il faut observer le météo pour choisir certains champs qu'on veut mettre quand il va y avoir une grosse tempête.
ou qui peut détruire le sol si c'est pas gelé. Regarder le fumier, s'ils ont assez de fibres, pas assez de fibres, s'ils boivent assez. L'état de chair des animaux, souvent, avec le temps, tu vas voir que les vaches plus âgées, ils ont moins de dents. Fait que ils sont pas capables de manger autant que les plus jeunes vaches, puis ils vont maigrir. Même si le troupeau, en moyenne, c'est beau, il y a certaines vaches que des fois, il faut les sortir, puis les nourrir une meilleure qualité. Regarde la boiterie des animaux, de marche, puis ce qu'il y a disponible au champ, quand est-ce les bouger. Donc, la première affaire que je vais vous parler, c'est les dérouleurs de balles de foin au pâturage. On va faire ça à l'automne, souvent en octobre, fin septembre. Pour allonger la saison des pâturages, on va nourrir ça en parallèle avec le pâturage. On va mettre les animaux dans une nouvelle parcelle le soir, puis le lendemain, on va donner une balle de foin. Fait que ça prend 2 fois plus de temps à faire la rotation. Puis si on est chanceux, on a laissé assez de pâturage pour qu'on soit capable de faire une deuxième rotation sur la même herbe. Ce qui arrive, c'est avec la météo puis la pluie, ça lave ce qui était là, puis ça fait du bon pâturage pour passer une deuxième fois. Puis les animaux restent dehors à l'air libre pour plus long dans l'année. Autre utilité, l'année passée, en plein été, on a eu une grosse sécheresse, puis il fallait arrêter la rotation des bouvillons. Fait qu'il était 3 semaines dans une même parcelle, puis on a utilisé le dérouleur pour mettre des balles au champ pour donner du repos au reste des parcelles. Puis on a vraiment vu une différence aussitôt qu'on a commencé à avoir de la pluie plus tard en été, l'herbe a repoussé assez vite. Ici, j'ai une vidéo. Ça marche la vidéo? Oui. Fait que ça, c'était la première fois que je l'utilisais. Ça a marché comme qu'on voulait que ça marche. On a amené le bal au champ, enlevé les cordes, puis les vaches étaient vraiment contents. Ça, c'était en octobre, puis on voit le repousse d'herbe était quand même très bonne après un été de sécheresse. Ils sont fines, les vaches. Ils ne savaient pas c'était quoi encore. À cette heure, j'ai quasiment pas le temps d'enlever les cordes avant qu'ils viennent l'arracher. Ouais. Puis en travaillant avec les vaches tous les jours, les déplacer, tu viens avec un troupeau très calme et ils sont prêts à accueillir peu importe le nombre de gens qui arrivent dans le clos. Là. On l'entend pas, mais mon beau-père, il criait, il était full heureux que ça marchait comme c'était conçu. Là. Fait que là, mes animaux sont encore... ils ont commencé avant-hier dans des champs de stockpile de 3e coupe, mais j'ai étiré la saison de leur pâturage d'été jusqu'à lundi. En utilisant le dérouleuse. Fait que c'est un outil quand même très simple. Tu peux l'avoir sans avoir un tracteur à la ferme. Voilà. La deuxième méthode, c'est stockpile grazing. Nous, on le fait sur notre 3e coupe. Ça commence après les pâturages, quand on ramène les vaches de leur pâturage d'été. Garder les vaches dehors plus longtemps possible. Souvent, mais pourquoi ils vont être tous pareils? Diminuer les coûts de récolte, d'épandage. Tu n'as pas besoin d'un bâtiment. On a un bâtiment qu'on rentre nos veaux sevrages dedans, mais les vaches, ça fait 5-6 ans qu'ils n'ont pas vu l'intérieur d'un bâtiment. Il y a beaucoup de facteurs qu'on peut diminuer le coût à cause de la prolongation de la saison. Les animaux sont contents, ils restent propres. On n'achète aucun paille pour nos vaches taries. Fait qu'il y a beaucoup de savings, de moins de dépenses à cause de ça aussi. Puis qualité de vie du fermier, moi, j'aime pas tant ça, faire les trains dans le bâtiment. Là. Je trippe pas, mais aller voir mes vaches, peu importe la température dehors,
C'est le fun. Passer du temps à 4 roues avec mon petit gars, puis bientôt les petites filles vont vouloir venir plus souvent. Ouais. Pâturage de résidus de maïs, troisième option, une très bonne option. Pour nous, on fait des partenariats avec des voisins proches. Un voisin à date, cette année, je vais embarquer un deuxième voisin. Eux autres sont contents. Les animaux, ils vont enlever le résidu de maïs. Il va y avoir moins à renchausser l'année d'après. Ça vire leur coton et tiges de maïs en fumier tout de suite. Puis moi, ça me coûte pas grand-chose. Ils nous laissent ça gratuitement. J'ai juste à mettre le temps à mettre les clôtures. Puis l'année passée, j'ai réussi à avoir 23 jours de pâturage pour 80 vaches avec 23 balles rondes. Fait que les épargnes, c'est quand même impressionnant. Faut juste regarder. On fait en bande de 5 jours à une semaine parce que le sol est gelé, fait que on travaille pas trop fort pour faire des clôtures à tous les jours, là. Mais il faut juste regarder le météo. On met les animaux là-dessus quand que le sol est gelé. On veut pas faire de compaction. On veut que le voisin reste content pour qu'on continue à travailler avec. Je pense pas que eux autres ils vont incorporer des plans de couverture bientôt anyway sur leur terre, mais ce serait quelque chose à faire là, pour donner encore plus d'herbe aux animaux. Fait que ça, c'est le avant, ça, c'est après. Là, on a vu qu'il a dégelé un peu, mais c'est quand même sur une terre gelée puis portant accès aux minéraux en tout temps. Là, on embarque numéro 4, pâturage de maïs. Quand, pour nous, c'est souvent à partir de Noël jusqu'au mi-février. C'est après que le sol soit gelé aussi. Des fois, il faut sortir les animaux du pâturage de maïs parce qu'ils dégèlent. Puis il y a beaucoup plus de pertes quand il y a de la boîte, là. Ils vont pas remanger des affaires qui ont piétiné dessus puis ont mis de la boîte. Mais si le sol est gelé, ils vont tout manger à part ce qu'on voit ici, les tiges à peu près à la hauteur de l'épi. Ça nous rend à mi-février. Puis, près des calculs l'année passée, c'était en bas de 1,50$ par animal par jour. Tout inclus. Puis, il n'y a pas de fumier à étendre, il n'y a pas de paille à acheter. C'est vraiment pas dispendieux, puis il n'y a pas de coût qui revient plus tard non plus. Ce qui est important dans le pâturage de maïs, c'est une bonne supplémentation en fibres. Fait que c'est des parcelles de 3 jours. Puis avant de les mettre dans une nouvelle parcelle, on les donne des balles secs de foin pour les remplir. Sinon, quand il se met là-dedans, il peut aller tout garrocher sur les épis de maïs, le grain de maïs. Puis il peut avoir des problèmes d'acidose. Nous, mon conseiller m'a fait assez peur que je m'assure de les remplir avec un fibre, puis on n'a jamais eu de problème. Puis il faut que ce soit des animaux qui sont bien dotés à la clôture électrique. L'hiver, il y a moins de conductivité, fait que tu peux avoir des problèmes si c'est des animaux qui ont déjà pas peur du clôture. Une bonne manière de les dompter, si tu as des problèmes, c'est de mettre où ce qu'il y a abreuvé, tu mets une clôture vraiment fort là pour être sûr qu'ils apprennent que ça fait mal. Fait que même si lui dans le champ il est moins fort, ben il associe le mal à côté de l'abreuvoir que lui doit faire pareil. D'autres photos. Là, photo en bas à gauche, j'avais des problèmes cette année-là. J'avais 2 veaux que j'ai laissés avec les mères pendant l'hiver, des jeunes veaux. Puis eux autres, ils traversaient, puis quand ils traversaient, des fois, ils ramenaient le fil avec eux, puis les animaux, ils rentraient dans le deuxième clos. Fait que j'ai fait un système avec un mise à la terre, puis un ground. Fait que quand ils touchaient aux deux, il y avait un bon choc électrique, puis ça fonctionnait, ça arrêtait le problème. Là, les vaches en haut, ils mangent le barre avant de rentrer dans le prochain clos. Puis avec mon 4 roues, il commence à avoir pas mal de neige. J'étais plus capable de passer facilement. Fait que j'ai fait des traces avec le tracteur à les places que je voulais mettre la clôture. Puis
c'était bon. Puis pour poser les piquettes, comme Jocelyn avait dit tantôt, on utilise une drill à batterie puis une mèche à béton pour traverser la glace. C'est une méthode super bien. L'année passée, c'est la première fois que j'ai utilisé ça, puis aucun problème. Si on peut voir les vaches sont bien. Cette journée-là, c'était un des plus frettes en janvier, fin janvier l'année passée. Puis sont encore en bon état de chair, sont bien, le gros soleil. Cinquième méthode et dernière méthode, c'est le bale grazing au pâturage. Ça, c'est quelque chose qui est quand même facile à faire. Ça amène des nutriments à ta ferme, de matière organique si tu achètes tes balles rondes. On fait ça après le pâturage de maïs jusqu'au mise au pâturage. Encore pour diminuer les coûts de récolte, épandage, etc. C'est important comme tout, dans le fond, c'est d'avoir une bonne clôture puis des animaux qui respectent la clôture. Fait que méthode numéro 1, on l'a nommé en gris standard, les balles de foin sec qu'on place à l'automne en bande. En fait, ici, je les ai placées en bande de 6, puis je donnais 12 balles à la fois pour mes 80 vaches pour 3 jours. Fait que tu places ça ce temps-ci de l'année, puis avant qu'il gèle trop, on s'en va enlever toutes les cordes. Il y a aussi, j'ai déjà acheté du foin en mars, puis je les ai placés au champ en mars. Important, si tu les places bien d'avance, il faut que tu les places sur le côté. Sinon, la pluie peut rentrer dedans, puis diminuer la qualité de tes balles. Ceux que tu vois sur le bout, c'est parce que c'est ceux-là que je les ai achetés au printemps puis je les ai placés là. C'était plus facile pour moi à enlever les cordes dans les plaçants de même. Puis là aussi, tu vois un petit système d'électrificateur. Il y a un électrificateur dans la boîte isolée avec un panneau solaire qui charge la batterie. Puis plus tard dans la saison, quand que j'ai plus de balles déjà mis au champ, on va les nourrir. C'est le même principe, sauf on nourrit 12 balles à la fois sur des points stratégiques dans les champs, des places qui ont besoin de fertilité. Puis un coup, ça c'est les petits veaux en bas, c'est début mai. Fait que dans 2-3 semaines après ça, on commence à mettre les vaches au pâturage pour l'été. Quelques conseils, c'est d'avoir un bon plan pour ton année, mais d'être flexible. Pour nous, ça fonctionne à cause de nos choix de temps d'année de vélage et de sevrage. Je ne vois pas faire toutes ces options-là si tu as des vaches qui donnent du lait à leurs veaux. Puis les veaux peuvent causer des problèmes avec les clôtures en hiver. Important de toujours observer tes animaux, savoir quand est-ce qu'il y a un animal qu'il faut sortir du clos parce qu'elle n'engraisse pas ou elle ne garde pas son état de chair. Observer le météo pour faire des déplacements au bon moment, enlever les animaux des champs si tu as besoin. Nous, on a travaillé pendant des années avec des outils plus ou moins bons. Je n'avais pas tous les outils que je voulais, mais si tu peux, achète ce que tu as besoin tout de suite. Ça félicite les tâches, puis ça les rend amusants. Tu ne veux pas sacrer pendant que tu fais tes jobs parce que tu ne voudrais pas faire ça trop longtemps. Puis, il faut commencer quelque part. Tu n'as pas besoin d'avoir tout avant de commencer non plus, là. J'aime ce qu'on fait parce que c'est propice à travailler en famille. On peut amener tout le monde en gang ensemble sur le 4 roues, puis regarder la nature, puis entendre les oiseaux chanter. Puis je pense que ce qui nous manque beaucoup en agriculture, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est la positivité. Tout le monde a l'air négatif, fait que moi je veux amener de la positivité puis l'optimisme dans notre industrie. Il y a d'autres manières de faire. Faut pas être pogné dans les idées dysfonctionnelles. Faut essayer d'autres choses. Si ça marche pas, mais essayer d'une autre manière, mais tout le temps en train d'améliorer nos affaires. C'est tout. Merci. Merci, M. Morin. Avant de passer à la partie de la conférence de Mme Tessier, on va
procéder tout de suite avec les questions de la présentation de M. Morin. Donc, s'il y en a qui veulent se présenter au micro, vous êtes les bienvenus. Bonjour, Sonia Gosselin, du CETAB. Vu que tu as des vélages au printemps, puis que tous tes vélages en même temps, pour approvisionner ton marché de viande à l'année, j'imagine, ça fonctionne quand même bien? Oui, je pense que, en tout cas, je suis pas rendu là, mais peu importe vos troupeaux, il y a tous des animaux prêts à l'abattage plutôt que d'autres. Souvent, les femelles vont être prêtes plus jeunes aussi, fait que non, on s'approvisionne quand même bien. Nous, notre problème, c'est d'entreposer assez de viande aussi en même temps, fait que c'est notre prochaine étape, c'est d'avoir un congélateur walk-in pour entreposer plus de viande, mais on est quand même bon pour 9 mois dans l'année avoir de la viande de prête, là. Une autre question, ton dérouleur à balles rondes, vraiment génial. Si tu as des balles rondes rotocote ou pas rotocote, ça marche quand même? Sûrement que rotocote, ça va se faire assez vite, là, ouais. OK. Mais ça marcherait pareil, mettons? Tous ne sont pas rotocote de toute façon. Ta ligne soit moins longue. Bel job, Jacob, belle présentation. Merci, toi aussi. Je vais aller avec ton stockpile, sa 3e coupe. Quelle hauteur de résidus tu laisses? 1. Puis 2, quand tu reviens faire ta première coupe l'année d'après, tu passes une herse au printemps ou c'est assez... vu que c'est tard en saison, les boues ont moins de temps de se dissiper? Pour les boues, je passe pas un herse, j'aime un herse. On en a 2 à vendre si jamais quelqu'un veut. Puis l'autre question, c'est... combien tu laissais d'auteur dans ton stockpile de 3e coupe? 10 cm minimum. OK, parce que tu reviens faucher ta première coupe l'année d'après. Là. Ouais. OK. L'autre question, dans tes résidus de maïs, tu disais que tu donnais des balles rondes. Est-ce que tu es vraiment piqué sur le pourcentage de protéines que tu as dans tes balles pour avoir assez de protéines pour digérer ton énergie là, qu'ils vont aller chercher? Non, peut-être je voudrais pas prendre mes conseils, mais je fais pas de test d'analyse de foin chez nous. Je donne ce qui est mon meilleur quand j'ai besoin que ce soit le meilleur, puis je donne le fibre quand j'ai besoin d'être le fibre. Puis, je me dis, je supplémente avec rien d'autre, fait que ça me donne rien de faire une grosse analyse si j'ai pas, j'achèterai pas autre chose pour le remplacer. Puis ta rotation dans le maïs qui est debout, est-ce que c'est une balle à chaque fois que tu changes de peine? Oui. OK, parfait, merci. Moi, je me demandais, on entend souvent dire que il va y avoir de la perte là, quand on fait ça au pâturage comme ça. C'est quoi ton commentaire par rapport à ça? La perte pour le... Pour le foin, quand tu déroules ou les animaux vont pas tout manger? Chez nous, j'ai moins de pertes de dérouler une balle que dans nos mangeoires. Ah oui? Ouais. OK. Et puis, on donne juste pour 12 heures de temps. Souvent, quand on déroule une balle, fait qu'ils mangent pas mal tout de suite. Puis, that's it. Ouais. Génial. Est-ce que tu dirais à mon voisin qui passe le chopper de maïs que le fait d'envoyer mes vaches va donner un meilleur résultat que de passer le chopper dans ses résidus de maïs grain? Moi, je connais pas trop la grande culture, puis pourquoi qu'ils choppent ça, là. Ben, je sais pas. Je sais pas. Mais nous, après que nos vaches y passent, je pense pas qu'il y ait... En tout cas, est-ce qu'ils sont capables? mes voisins, ils passent un des chômeuses, puis ils plantent. Mais il fait ça si j'y mets des vaches ou pas, là. Moi, je connais pas assez la grande culture pour te répondre là-dessus. Par rapport à ça, là, dans la manutention des clôtures, c'est toi qui gères la pose des clôtures pour faire le pâturage de maïs? Est-ce que les coûts sont partagés avec les voisins ou parce qu'ils te prêtent le terrain, il y a une entente? C'est tout avec des clôtures temporaires que j'ai. Il n'y a pas de coût de surplus pour ça. OK. Donc, on les enlève ouais. à la fin quand... Je les enlève avant qu'ils passent avec les tracteurs au printemps. OK. Bonjour, mon nom est Isaac, je suis un apprenti boucher au CBM à Coansville. Puis je me posais, avec une saison de pâturage plus longue, est-ce que le froid de l'hiver a un certain impact sur la viande des bovins? Je pense que ça va être toi qui vas pouvoir me dire ça dans le futur. Ouais. Ouais. Je peux. Ouais.
Puis je me demandais, je ne sais pas si tu l'as mentionné au début, mais avant d'avoir ta dérouleuse, là, tu les poussais, là? Tu te donnais corps et âme? Un gros avantage avec le dérouleur, ça fait pas des traces dans le champ quand c'est humide, ou des plus petites traces. Ce que je faisais, je plaçais des balles d'avance avec le tracteur, soit quand le sol était plus gelé ou plus sec. Puis je déroulais, puis je mettais à cette époque-là, je mettais une clôture par-dessus le landin que je déroulais pour avoir moins de gaspillage. Comme ça que je le faisais, ou s'il manquait des balles au champ, j'allais avec le tracteur puis je brassais la balle. Donc, tu as beaucoup moins de manutention depuis que tu as ta dérouleuse. Ouais. Donc, tu économises Ouais, du temps. ça simplifie la vie, ça le rend amusant. Ouais. Bonjour Jacob. Au niveau vraiment, pour ta section là, que tu fais manger ton maïs debout, est-ce que tu suis le semis-standard, semé au mois de mai, ou c'est semé plus tard? Tes densités, c'est tout semblable à ton voisin qui va le faire en maïs en silage? Oui, en fond, je prête le planteur à mon oncle, qui est déjà prêt pour son maïs en silage. Je mets pas de starter, rien. Je prends une variété avec plus d'UTM pour que le grain soit moins mature, pour que ce soit plus digestible pour les vaches quand ils mangent. Une question un peu là-dessus, parce que je suis Gaëtan Bonneau, là, je suis retraité du MAPAC. La fameuse question au niveau par rapport à l'environnement, un peu là, que tu dois un peu... parce que théoriquement, un peu là, on sait comme quoi que au niveau du règle de l'environnement, qu'est-ce qui se passe chez vous là? Moi, j'apprécie la façon que tu travailles. Je pense comme quoi que ça reflète d'utiliser les différentes approches. Quelle approche, qu'est-ce que le ministère de l'Environnement est-ce qu'il va chez vous ou quoi que ce soit, cette question-là? Oui, on n'a pas de problème avec l'environnement. C'est ça qui fait peur à tout le monde, je pense. Pourquoi il y a beaucoup de monde qui n'essaie pas des affaires de même en hiver. Mais l'important, c'est que tu travailles avec ton agronome, tu montes un plan de où est-ce que tes animaux vont pâturer pendant l'année. Ils rentrent ça dans ton PAF avec le nombre de kilos de phosphore déposés dans certains champs. Puis c'est semblable à une dérogation de épandre ton fumier après le 1er octobre. Là, puis tout est beau. Faut pas avoir peur. Puis les animaux, ils n'ont pas de la merde jusqu'à leur bedaine non plus. Moi, je suis curieuse. Dans l'introduction, vous parlez d'autres activités autres que les pâturages puis l'élevage des bovins. Là, je pense peut-être la production maraîchère puis l'élevage porcine. Fort de pâturage. Puis là, j'étais curieuse de savoir si c'était intégré dans les rotations ou c'est vraiment comme des activités qui sont à part, ou est-ce que c'est dans les plans d'intégrer ça? Non, pour le moment, on garde tout ça séparé. Les porcs sont dans les boisés, dans le fond. Ils vont aller manger les cochonneries, puis faire de la place pour qu'on rentre là, pour bûcher, puis mettre la forêt propre. On les déplace à chaque année. Puis le maraîcher, il y a vraiment un arc de production maraîcher intensif. OK, merci. Puis on a pensé faire notre propre compost aussi avec le fumier de vache, mais je pense pas que ça vaut la peine pour l'instant de le faire. OK, merci. Puis, pour les pâturages pendant l'été, est-ce qu'il y a un travail de sol qui est effectué ou on laisse monter? J'ai manqué le début de la conférence, je ne sais pas si on en a parlé, mais c'est quoi le travail de sol que vous faites dans les pâturages dans dans la belle saison? Non, une fois qu'un pâturage est établi, le but, c'est de ne plus jamais retoucher. Nos champs de maïs de bout qu'on fait pâturer les animaux, c'est des champs qu'on veut travailler pour redrainer, reniveler. Mais une fois que c'est semé, après, on ne veut plus le retoucher. Fait que souvent, comme Stéphane a dit, on laisse 30, ils mangent 30, puis il y a 30 qui piétinent, 30% fait que le 30% qui monte en graines, c'est la nouvelle semence. Puis si jamais il y a des champs qu'on trouve qu'il manque vraiment quelque chose, bien on va sauter ce champ-là dans la rotation de pâturage pour le laisser monter en graines. Okay. Pour réensemencer. OK, génial. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'aurais pu aller te voir après, mais d'un coup, qui ont la même question. Les piquets que tu utilises pour faire ton winter grazing, mettons, est-ce que tu mets juste du pigtail, tu mets juste du
C'était pas du plastique, c'était l'autre. Là, C'est tout en fibre de verre 3/8. OK, partout. Ouais, simplifie la vie, juste avoir une sorte. OK, fait que t'as ta drill avec tout le temps la même grosseur de mèche, tu perces, puis... Ouais. OK. Puis la grosseur de ton fil, tu prends un polywire. Je prends le Turbo Braid de Gallagher à cette heure. Je suis en train de toutes les changer au fur et à mesure que les autres pètent. J'achète les Turbo Wire Gallagher. Turbo Braid, excuse. Tout sur moulinet? Ouais. OK. Je me demandais, tu sais, dans la conférence, tu disais, on n'est pas obligé de tout avoir tout de suite, on peut... mais tu sais, clairement, il y a des trucs qui, dans la vie, nous facilitent, comme la dérouleuse. Y a-tu un autre élément qui a complètement changé ta vie, là, que tu as dit, ça, je ne reviendrai pas en arrière, c'est un must? La dérouleuse. La dérouleuse, c'est pas la première affaire à acheter sur Terre. Okay. Je pense c'est l'eau qui nous restreint. C'est là qu'il faut investir, puis les clôtures permanentes. Commence avec ça, puis après ça, tu rajoutes tes moulinets, puis des piquets de fibre de verre. Puis après ça, un 4 roues, puis après ça, le dérouleuse. Okay. Je dirais que c'est ça. Si tu as juste tant d'argent à mettre là-dedans, commence par l'eau, puis les clôtures permanentes électriques. Ouais. Une question concernant ton fameux bale grazing. On était au Congrès Bœuf il n'y a pas longtemps, puis les frères Barrette, un des frères Barrette, sont deux jumeaux, je ne peux pas te dire lequel, il est venu présenter. Lui, sa conclusion, c'est que le bale grazing, dans son système, qui a 250 vaches, en paquet de 50 vaches, puis il est au nord du lac Saint-Jean, pourtant c'est assez froid. Lui, il dit, moi je fais plus ça, ça coûte trop cher, je perds mon temps, trop de perte de foin, trop de boîtes, ainsi de suite. J'aimerais avoir ton commentaire là-dessus, parce que ça fait plusieurs années que tu fais du bale grazing. Toi, c'est parce que tu tolères plus de boîtes ou c'est quoi comment ton système fonctionne? Es-tu flexible? En tout cas, donne-nous un peu des détails là-dessus, s'il vous plaît. Ouais, ben, flexibilité, c'est ça qui est clé. Nous, les animaux, ils rentrent là quand le sol est gelé en février. Puis, mais rendu au printemps, quand c'est boiteux, c'est vrai que ça peut être dégueulasse. Là. Fait que dans ce temps-là, l'année passée, c'était notre pire année. C'était vraiment boiteux dans le champ qu'on avait choisi. C'est le champ qu'on a choisi pour drainer cette année, puis mettre le maïs, puis réimplanter l'année prochaine. Mais idéalement, tu sors quand c'est boiteux. Tu peux pas avoir des animaux là-dedans. Ou tu mets des buttes de sable. On est chanceux qu'on a des sablières proches. On loue des terres de pâturage chez eux, que c'est tout un sec. Fait que c'est là qu'on fait notre vélage au champ. C'est là qu'on finit le bale grazing. Mais tu peux pas faire ça. Dans la boîte, il y a trop de pertes. L'année passée, je soignais 150% des balles pendant le temps boiteux. Là. Au lieu de 4 par jour, c'était 6. Mais je n'achète pas de paille. Fait que... Une autre question? Oui. C'est ça, comme tu as mentionné au niveau de tu vises vraiment une période de vélage intensif. C'est sûr comme quoi que pour ta période de saillie qui est à fin juillet, t'as-tu déjà, parce qu'on sait comme quoi qu'au niveau de la chaleur, au niveau de, c'est tout un accouplement naturel ou un peu d'insémination? On fait l'insémination. Cette année, ça fait 2 ans que je n'en ai pas fait. Cette année, on l'a refait. D'habitude, on fait 50 à 60 par année en synchronisation. Mais le minimum qu'on a eu en insémination, c'était 60%. Puis toutes les vaches, ils veulent quand même 70% à mai. T'as-tu déjà, parce qu'on sait comme quoi que fin du mois de juillet, début août, on peut se retrouver avec des canicules, puis quand il fait trop chaud, ben c'est sûr comme quoi que les taureaux sont peut-être moins actifs ou quoi que ce soit. Là, tu déjà eu un problème ou encore là, dans tes gestions au niveau de tes pâturages, tu t'organises comme quoi que tes taureaux sont en bonne shape pour qu'ils fassent l'ouvrage, pour que tu aies des périodes de saillie, là, de vélage compact. On n'a jamais eu de problème avec les taureaux. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait une question dans la salle? Donc, je pense que ça va mettre fin à la période de questions de la présentation de M. Morin. Merci. 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 Je vais laisser la parole à Marie-Ange. Merci, Sandy.
Merci beaucoup, Jacob. C'était vraiment intéressant. La deuxième partie de cette conférence va être donnée par Joanne Tessier. Joanne a obtenu son baccalauréat en bioagronomie en 1992. Elle a travaillé comme responsable de la nutrition des ruminants et du suivi technico-économique en production porcine, en plus d'être coordonnatrice pour le contrôle de qualité chez Vita Provimi jusqu'en 2009. Par la suite, elle a enseigné à l'école professionnelle de Saint-Hyacinthe en production animale et en grande culture. Depuis 2018, elle est à l'emploi du MAPAC à la direction régionale du Centre du Québec en tant que conseillère en gestion de programme et en production animale. À toi la parole, Joanne. Merci. Attends, là, je suis bien ajustée, oui. Là, vous allez me voir avec les oreilles un peu plus sorties, là, parce qu'avec des lunettes puis un crochet sur chaque oreille, là, c'est d'ouvrage un peu. On dirait qu'ils sont bien rentrés. Bon, en fait, moi, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter, c'est pas encore sorti, mais ça s'en vient, une fiche technique pâturage de balle de foin qu'on appelle aussi le bale grazing communément. Ce fut en fait une priorité de 2022 au niveau de la table sectorielle en production animale au ministère. J'ai avec moi en fait des bons collaborateurs, dont il y a Antoine Riverain qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Fernand Turcotte qui vient de prendre sa retraite en Montérégie, Madame France Bélanger qui est ici juste en arrière du poteau, moi-même, et on a eu aussi la collaboration de Martin Damour qui travaillait en Estrie, ainsi que Nathalie Laroche qui est ingénieure à Québec. Cette fiche-là va comporter en fait 10 points. Il y a les fameuses définitions, pour qu'on parle tout de la même chose puis que ça soit clair. Il y a quelle réglementation qu'il faut faire attention. C'est quoi les aspects innovateurs du bale grazing? Au niveau du choix du site, des techniques et dispositions des balles, l'eau, l'alimentation, gestion des clôtures, équipement, puis le choix des plantes fourragères et d'une céréale pour réensemencer le pâturage. Ça va tout contenir ces 10 points-là. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de tout parce que moi, j'ai juste une petite 10 minutes. Là. Mais ça va être disponible, en fait, bientôt sur agriréseau.net. Je ne sais pas si vous connaissez agriréseau.net. Là, c'est un site agricole. C'est gratuit comme information. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre en fonction des thèmes que vous voulez recevoir. Puis, aussitôt qu'il y a une nouveauté qui est déposée, bien, vous recevez comme un courriel, puis vous pouvez aller voir, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est quoi les nouveaux documents qui sont déposés, vidéos et tout ça. Fait que si vous n'êtes pas inscrit, bien, je vous invite à vous inscrire. On va commencer par une définition. Donc, un pâturage de balles de foin ou bale grazing, c'est le placement de balles de foin dans une parcelle de pâturage ou de prairie clôturée selon un schéma de disposition afin de faciliter l'alimentation autonome des bovins. Merci, Jacob, pour ta photo. Je te l'ai empruntée. On va commencer avec les définitions qui ont trait en fait avec le guide de référence des règlements sur les exploitations agricoles qu'on appelle le fameux REA. Fait qu'on va voir c'est quoi un pâturage, c'est quoi une cour d'exercice, puis qu'est-ce qui ne correspond pas à une cour d'exercice. Donc, un pâturage, excusez-moi, je vais vous lire ça, là. C'est une superficie où des animaux séjournent tout en s'y alimentant significativement à même les végétaux qui y croissent, que ce soit légumineuses, graminées fourragères, céréales à paille, etc. Toute partie couverte d'arbres, d'arbrisseaux ou d'arbustes à l'intérieur de cette superficie doit être soustraite de la superficie cultivée en hectares d'un lieu d'élevage ou d'épandage. Enfin, les déjections animales produites par le cheptel qui y séjourne, combinées aux matières fertilisantes utilisées au cours d'une année, apportent une quantité de phosphore inférieure ou égale au dépôt maximum annuel inscrit à l'annexe 1 pour la culture pratiquée lors de la saison de croissance. Ça, c'est super important ce que je vous ai mis, le phosphore inférieur ou égal au dépôt maximum annuel. En fait, qu'est-ce que ça a l'air, un annexe? Vous allez voir dans le REA, à la page 146, là. Vous allez voir ce petit tableau-là, c'est en fonction... J'ai un pointeur là-dessus, je pense que oui. Je le perds. Ben, je vais y aller, je vais pointer. C'est plus facile. C'est toujours fiable, ça. Bon, en fait, c'est ça. Il y a 2 tableaux dans cette page-là. Il y a prairie et pâturage. Souvent, vous allez faire votre bale grazing sur
une prairie ou un pâturage existant. Vous avez la teneur en phosphore qui est en kilos de phosphore par hectare de vos champs, fait que vous allez voir dans quelle strate par rapport à une analyse de sol que vous faites faire. Puis, à partir de 150 et plus, vous avez aussi le niveau de saturation de phosphore qu'il faut tenir compte. En fonction aussi du rendement des cultures, donc si jamais c'est sur les prairies pâturages, c'est cette ligne-là qu'il faut prendre. Si c'est les céréales, ça va être cette ligne-là qu'il faut prendre. Bon, mettons qu'on est sur prairie pâturage. Vous êtes à, je ne sais pas, moins 5 tonnes. On va prendre, mettons, moins de 5 tonnes ou 5 à 7 tonnes. Puis, votre niveau de phosphore dans votre sol est à 100. Bien, en fait, si vous êtes en bas de 5 tonnes, vous allez avoir le droit de déposer 80 kg de phosphore. Fait que tous les calculs vont être faits par un agronome en agro-environnement, celui qui fait votre PAF, là, entre autres. Là. Puis il va pouvoir vous indiquer si vous avez le droit ou non de faire vos cultures que vous voulez, puis de la façon que vous voulez. Donc, ça va rester un pâturage tant que ça va être inférieur, si vos animaux sont là, puis tant que ça va être inférieur à l'annexe, en fait, pour le dépôt de phosphore. Maintenant, la cour d'exercice. C'est une superficie qui se distingue d'un pâturage par l'apport annuel de phosphore supérieur aux dépôts maximaux qui apparaissent dans la BAC de l'annexe 1 du REA, celle qu'on vient de voir pour les prairies pâturages. Les espèces décrites ci-dessous correspondent à une cour d'exercice, des espaces, excusez-moi. Donc, si c'est un enclos ou partie d'enclos où des végétaux sont cultivés et dont l'apport annuel de phosphore est supérieur au dépôt maximal, qui est inscrit à l'annexe A1, ça devient une cour d'exercice. Si c'est un enclos ou partie d'enclos où séjournent les animaux et dont la surface est faite de sol, il n'y a plus de plantes, là. C'est de la terre, c'est du béton, c'est du gravier, c'est une cour d'exercice. Puis, un boisé ou une partie de boisé utilisée pour l'élevage d'animaux, bien, le ministère de l'Environnement considère ça comme une cour d'exercice. Qu'est-ce qui ne correspond pas à une cour d'exercice? C'est un enclos ou partie d'enclos qui est cultivé lors de la saison de croissance, mais également utilisé pour faire séjourner des animaux à quelque moment que ce soit le reste de l'année, même sur un sol gelé ou enneigé. Donc, le pâturage de balle ronde, tant qu'il va être inférieur au niveau de phosphore ou égal à la BAC, ce n'est pas considéré comme une cour d'exercice. Ça va être plus vers le pâturage, autrement dit. Puis pourquoi je vous dis ça? C'est de faire attention parce que quand c'est considéré comme une cour d'exercice, il faut vraiment faire attention à toutes les eaux de ruissellement. Au niveau du ministère de l'Environnement, c'est beaucoup plus compliqué. Fait que tant que vous restez dans la marge de pâturage, ben vous ne serez jamais, au niveau du ministère de l'Environnement, ça va bien aller. Bon, fait que là, on vient voir en fait les définitions qui venaient du REA. Mais il n'y a pas juste des définitions dans ce guide-là, il y a le règlement en fait qui vous explique plein de choses. Fait que vous, en tant que producteur, lorsque vous faites du pâturage de balles rondes, ou de balles carrées, mais dans le champ, c'est important d'être en lien, en respect avec les règlements sur les exploitations agricoles, avec la loi sur la qualité de l'environnement et politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Il faut aussi être en respect avec le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Puis, il existe aussi un guide, si jamais, au niveau des enclos d'hivernage, qui s'appelle le guide des aménagements alternatifs en production bovine. En passant, lui, il est en veille aussi, la nouvelle version est en veille de sortir. On l'attend incessamment. Hein, Chloé? Ah oui. Puis tous ces règlements, ces lois, ces guides-là, il y a des distances, en fait, que vous devez suivre, respecter. Donc, il va y avoir dans la fiche, en fait, un résumé un petit peu de toutes ces distances-là. Maintenant, il y a un aspect innovateur aussi au niveau, on dit, bon, il y a beaucoup de pertes de résidus avec le foin qu'on fait manger les animaux au pâturage, mais il y a beaucoup d'aspects innovateurs aussi. Les bovins s'alimentent par eux-mêmes, puis ils dispersent leur fumier par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de machinerie.
le fumier est déjà dispersé. Il y a une économie de main-d'œuvre. En fait, Jacob nous en a bien parlé. Diminution de l'émission de carbone, donc il y a moins de combustible fossile qui est utilisé. Il y a moins d'usure de machinerie, de pneus, tout ça. Ça cadre bien dans une agriculture régénératrice. Il y a une diminution des coûts. Selon l'étude qui a été faite par M. Lemelin et M. Leduc, qui est parue en 2022, bien, c'est 85 sous par vache par jour de diminution. Au niveau des résidus de foin au sol, c'est environ 20 15-20 là, des fois plus si c'est dans des mauvaises conditions, là, comme un peu Jacob disait, un printemps très pluvieux, c'est plus compliqué. Là. Mais ces résidus-là qui vont au sol, ils apportent de la matière organique, ça permet d'augmenter la fertilité du sol, ça diminue les pertes d'azote, puis ça augmente la santé de vos sols. Fait quand même, il y a des bienfaits. C'est approprié aussi pour les parcelles qui sont pauvres à modérés en phosphore. Tantôt, je vous parlais du 150 kg, là, parce qu'en haut de 150, le sol, il y a une saturation. Là. En bas de ça, il n'y en a pas, puis c'est plus facile, en fait, d'envoyer vos animaux qui peuvent se faire des dépôts de fumier, puis c'est acceptable. Puis ça permet d'allonger la saison de pâturage. Vous l'avez très bien vu avec Jacob tantôt. Maintenant, au niveau du choix du site, bien ça, c'est super important. Fait qu'on vous en parle un petit peu aussi, de faire attention, parce qu'au printemps, s'il y a beaucoup de ruissellement, c'est peut-être pas un bon site, en fait, au niveau de la fonte des neiges, de choisir ce site-là. Fait que c'est un peu des petits points qu'on vous a mis comme conseil. Puis ensuite, au niveau des techniques et dispositions de balles, bien, il existe un calculateur qui a été déposé sur AgriRéseau avec la revue Littérature sur le bale grazing. Vous pouvez l'utiliser, c'est gratuit. Vous pouvez être aidé aussi de votre agronome en agro-environnement. Puis, bien, nous, on va vous donner en fait comme une petite formule là, sur 2 ans. C'est-à-dire que vous mettez vos rangées de balles. L'année 1, bien, vous voyez, c'est peut-être pas très visible, vous autres, là, mais l'année 1, c'est sur les lignes bleues. Fait que vous placez vos balles. Ça, c'est sur 1 hectare, donc 100 mètres par 100 mètres. Vous placez vos balles à tous les 10 mètres un côté de l'autre, puis les rangées à tous les 20 mètres. Puis l'année d'après, bien, c'est l'entre-rangée, en fait, que vous replacez vos balles. Fait que vous pouvez faire du bale grazing sur 2 ans. On va vous parler aussi de l'eau, l'alimentation. Gestion des clôtures. Gestion des clôtures, c'est important. Souvent, l'alimentation est gérée avec des clôtures mobiles. Puis, on donne à peu près des balles pour 2 à 3 jours d'alimentation en bale grazing. S'il fait plus froid, bien là, on dit que c'est pour 2 jours, mais souvent, on prévoit, mettons, pour 3 jours, pour subvenir aux besoins, parce que quand il fait plus froid, souvent, la consommation augmente aussi. Les équipements que vous pouvez avoir besoin, exemple des brise-vents, un corral, c'est toujours très bien pour travailler. Puis, on finit en fait notre fiche avec le choix des plantes fourragères puis d'une céréale pour réensemencer un pâturage. Donc, c'est un peu le contenu en fait de la fiche qui va sortir bientôt, qu'on travaille fort puis ça sort bientôt. Là, donc, on espère que ça va être notre cadeau de Noël qu'on va pouvoir vous partager. Avez-vous des questions? Moi, je n'ai une. Oui, vas-y, Marie-Pierre. OK. J'étais comme satisfaite d'entendre ta réponse sur les règlements, sauf que c'est quand même écrit qu'on n'a pas le droit de mettre du fumier sur sol gelé. Puis c'est aussi écrit que dès qu'on met des animaux sur sol gelé, ça devient automatiquement une cour d'exercice. Bien, en fait, moi, j'ai fait les vérifications. Ça me dérange pas. Oui, bien, c'est correct. Non, mais c'est correct, c'est juste parce que... Puis, ça tombe bien, il n'y a pas grand monde dans l'environnement aujourd'hui. Fait que je ne veux pas pointer de doigt, puis je suis contente si chez Jacob, ça se passe bien, puis ces choses-là. Mais ça reste que sur sol gelé, automatiquement, on est en cours d'exercice. Ce qui se fait aussi... Non, si tu vas voir dans REA, là, parce que mes définitions, moi, je les ai copiées intégrales. Là. C'est pas Joanne Tessier qui a... Je suis d'accord avec toi. J'ai le guide en ce moment, OK? Je l'ai direct devant moi. Puis... Une cour d'exercice, c'est... Oui. Et les espaces décrits ci-dessous. Fait qu'un enclos où est-ce qu'on respecte pas la BAC. Puis là, il y a un autre point. Ensuite, un enclos
ou est-ce qu'on fait séjourner des animaux à quelques moments de l'année, même sur sol gelé ou enneigé? Ben, en tout cas... En tout cas, j'ai fait faire des vérifications. Ça va me faire plaisir. C'est juste que c'est dur quand il est écrit sur le papier du ministère de l'Environnement. Ben c'est ça. Moi, j'ai parlé avec l'environnement ce printemps à propos de ce dossier-là, directement avec l'environnement. Puis ils m'ont dit que si tu es en bas de 1600 kg de phosphore, c'est qui est équivalent à peu près 54 vaches à bœuf, give or take, que techniquement, tu as le droit de faire du bale grazing puis d'avoir des animaux au pâturage sur le sol gelé, enneigé. Faut juste pas que tu pollues, donc faut pas avoir des traces d'écoulement. Mais si tu es en haut de 1600 kg de phosphore, ils m'ont dit que c'est pas permis, que c'est contre le règlement justement à cause de ça. C'est ça que l'environnement m'a dit ici, mais... Tu sais, ça a pris du temps avant que ça revienne, parce que nous, ça montait à Québec avant que ça revienne, là, pour faire vérifier, mais on leur a demandé de vérifier le côté environnemental. Puis quand c'est revenu, ben ça en était correct. Puis oui, c'est accepté, en fait, qu'on en fasse du pâturage de balles rondes, mais c'est ça. Il faut respecter les limites par rapport au fossé. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau de ruissellement qui s'en va avec du fumier qui s'en va dans nos eaux, en fait. Là. Fait que c'est ça qui est important. Puis il faut être en bas de ton phosphore de la BAC. C'est ça qui est super important. Tu as des choses à rajouter, France? Bien, je rajouterais qu'on a fait tous les calculs pour l'agro-environnement avant d'envoyer ça à quelqu'un qui était responsable au MAPAC là, pour l'environnement. Fait que c'est pour ça qu'on a mis ça sur 2 ans. Parce qu'en faisant les calculs, il ne fallait pas qu'on dépasse la BAC de phosphore. Il fallait être sûr d'avoir une approche qui soit un peu applicable à tous les producteurs de bovins ou ovins. Donc, on a tout fait les calculs, on s'est revérifié. On a envoyé ça à l'environnement, c'est ça? C'est à peu près 50 balles, en fait, par hectare là, qu'on a. Là. C'est ça. Et là, on a calculé une méthode facile avec des distances entre les balles pour les placer, puis on les place sur une rangée une année, puis sur l'autre année. Et là, ça fait en sorte que, nous autres, ce qu'on n'a pas encore prouvé, c'est que quand on met du foin sur le sol, ce sol-là, il va se décomposer, il va retenir plus les éléments fertilisants, il va avoir moins de pertes dans l'environnement. Fait que là, on n'a pas les recherches. Fait que s'il y en a, à un moment donné, si vous connaissez un chercheur qui voudrait faire des recherches au niveau des sols, c'est probablement qu'on n'a pas ces chercheurs-là, mais on va déposer... Faut lancer ça. On va lancer ça. On va offrir ça aux chercheurs pour qu'on fasse des recherches pour vérifier au niveau du sol qu'est-ce que ça fait. Est-ce qu'on a un chercheur? Bien, il y a deux chercheurs, là. Oui, j'ai parlé tout à l'heure. Donc, je suis certaine parce que j'ai lu plusieurs documents pour savoir qu'est-ce que ça fait d'user du foin dans le sol. Et le foin dans le sol, ça a un effet très, très différent que le fumier. Fait que quand tu mets un petit peu de foin dans le sol, ce foin-là se décompose d'une autre façon. Il apporte plus de fertilité au sol que même le fumier. On a juste à penser, la vache, quand elle mange, son fumier qui sort, là, son azote, l'azote du foin est rendu disponible en ammoniac. C'est pour ça qu'on a plus de pertes d'azote. Donc, quand on met du foin avec beaucoup de foin, parce que ça reste sur place avec un peu de fumier, qui est moins aussi, vous savez qu'en hiver, on prenait M. Jacob tout à l'heure, les vaches sont en tarissement, donc le fumier a beaucoup moins de pertes d'azote aussi. Fait que tous les éléments qui sont là font en sorte que je suis persuadée, en connaissant assez l'environnement, que c'est une approche que dans 1 an ou 2, ça va être, ou 3 ans, je ne sais pas. Mais pour le moment, on a le droit de le faire. On va publier le guide. Mais il y a de l'ouverture. C'est ça. Ça fait qu'on a réussi à avoir une ouverture et je suis très, très, très contente. Et je suis sûre que ça va remplacer les cours d'exercice à court terme. Là. Moi, j'aurais une question, Joanne. Oui. Dans la fiche de règlement, il y avait une notice sur les boisés. Donc, il le considère comme une cour d'exercice. Comme une cour d'exercice. Je me demandais, au niveau de l'environnement, j'étais restée dans l'esprit que c'était pas propice au niveau du phosphore d'avoir des animaux dans des boisés, étant donné qu'on n'est pas capable d'épandre le fumier par après ou de le gérer. Ben, c'est nos petits amis à 4 pattes qui dispersent, là. Mais donc c'est considéré comme une cour d'exercice. Donc, il faut, en principe, quand c'est une cour d'exercice, il faut gérer le fumier. Fait qu'il faut faire attention quand on envoie nos animaux dans le boisé.
OK. Là, moi, je ne me porte pas garante de ça. Non, c'est ça. Au niveau de je serais curieuse d'entendre au niveau de l'environnement. Ce qui arrive dans les boisés, c'est que les animaux se concentrent souvent à la même place dans le boisé. C'est ça la problématique. C'est pour ça qu'ils ont mis la boisée en cours d'exercice. OK. Parfait. Mais c'est quand même une pratique assez courante ici. Je n'ai pas entendu dire que le ministère de l'Environnement était rentré et qu'il avait fait une razzia là-dedans, là, mais bon. Mais faites attention. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mme Tessier? Non, là, il est écrit 0, fait qu'il faut que j'arrête. Ah oui, c'est écrit 0. Excuse-moi, Marie-Ange. Bien, ça va mettre fin à la période de questions, vraisemblablement. Merci beaucoup, Mme Tessier, pour la présentation.